Dakar. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et pour cette dernière tranche, le bulletin d'information pour démarrer. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Thierry Anjoal, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Barthélémy Dias est désormais fixé sur son sort au Sénégal. Le maire de la commune de Mermoz à Sacré-Cœur à Dakar a été jugé pour outrage à magistrat et appelle à un attroupement. Il écope de 6 mois ferme, nous dit Charles Cablan. L'audience n'a pas été longue mardi dernier au palais de justice de Dakar. Le juge a brièvement rappelé les faits reprochés à Barthélémy Dias, qualifiant ses propos à l'égard de la justice sénégalaise d'injurieux et de diffamatoires qui s'inscrivent dans la colère. À l'annonce du verdict, le maire de Mermoz Sacré-Cœur n'a pas sourcillé. Pour l'un de ses avocats, il n'a fait que commenter l'actualité, donner son avis. Pourquoi un homme politique ne peut plus critiquer le fonctionnement normal de la justice, de l'Assemblée nationale ou de l'exécutif? Maintenant, bonjour la pensée unique. À la sortie de l'audience, la présence de l'homme politique Malick Gakou, le président de Grand Parti, n'est pas passée inaperçue. Candidat à la prochaine élection présidentielle, il est venu afficher son soutien à Barthélémy Dias et ne s'est pas privé de distiller un message à l'égard du pouvoir dans un contexte déjà tendu avec l'opposition. Je suis effaré par ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Trop, c'est trop. Nous ne devons pas laisser un homme, fût-il le président de la République, continuer à bâillonner la liberté et la démocratie dans notre pays. L'ambiance était donc très politique mardi dernier au palais de justice de Dakar. Les partisans de Barthélémy Dias n'ont cessé de le marteler. Pour eux, cette condamnation s'inscrit dans la droite ligne de celle du maire de Dakar, Khalifa Sall. Le Zimbabwe renoue ses liens avec le Commonwealth 5 mois après la chute de l'ex-président Robert Mugabe. Le pays participe cette semaine au sommet des pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne qui a ouvert ses portes mardi à Londres. Denise de la Fafiette. 15 ans après avoir été suspendu du Commonwealth, le Zimbabwe s'efforce ainsi de renouer avec les institutions internationales. Ce pays se rapproche à nouveau du Commonwealth dont il avait été chassé après le scrutin présidentiel de 2003, marqué par des violences et des accusations de fraude. Il ne s'agit pas encore d'une réintégration dans l'organisation, mais d'une simple invitation à participer. Cette présence d'Harare au sommet du Commonwealth dénote une volonté de revenir sur la scène internationale. Alors que dans le passé, Robert Mugabe avait régulièrement fustigé l'organisation, l'accusant d'imposer les idées occidentales, le nouveau régime ne peut plus se permettre de rester isolé. Le nouveau président Emmerson Mnangagwa a d'ailleurs promis d'améliorer les relations internationales et de développer les investissements étrangers au Zimbabwe. Il faut dire qu'il fait face à une croissance faible, à un taux de chômage important et à des attentes élevées de la part de la population. Difficile de dire si un retour du pays dans le Commonwealth va l'aider. Selon les analystes politiques, il s'agit surtout d'envoyer un message. Faire partie du Commonwealth signale que le Zimbabwe est prêt à adhérer aux règles de l'organisation qui imposent de respecter l'état de droit, des élections libres et les droits de l'homme. Au Soudan du Sud, plus de 200 enfants soldats ont été libérés récemment par différents groupes armés. Ces jeunes qui ont entre 10 et 17 ans, dont 95 filles, ont été démobilisés et remis à leur famille dans l'état d'Équatora occidental. On en parle avec Guinébou Karamoko. Ces 200 enfants appartenaient aux 2 principaux groupes armés du pays qui ont signé un accord de paix avec le gouvernement il y a 2 ans. C'est l'UNICEF, un organisme des Nations Unies qui va s'occuper de leur réhabilitation dans la vie active. Un véritable défi, d'autant plus que la situation actuelle du pays ne facilite pas la tâche, selon James Aldworth, le porte-parole de l'UNICEF au Soudan du Sud. La situation est très difficile d'un point de vue économique, raison pour laquelle les enfants rejoignent les groupes armés parce qu'ils ont besoin de survivre et veulent avoir un repas quotidien. Dans la majorité des cas, ces enfants ne combattent pas, ils font des petits boulots. Même si ces enfants démobilisés est une première victoire, selon toujours le porte-parole de l'UNICEF, il reste encore beaucoup à faire car les chiffres indiquent que d'ici juillet, environ 7 millions de personnes, c'est-à-dire 60% de la population, fera face à une insécurité alimentaire et la moitié sont des enfants, donc le problème de recrutement d'enfants ne va pas se résoudre. Au final, il faut que le conflit et les combats cessent pour que le pays puisse commencer à se développer. Près de 19 000 enfants sont aujourd'hui intégrés dans des groupes armés. L'UNICEF compte démobiliser près de 1000 enfants dans les prochains mois. On termine avec Abou Sila qui nous apprend que des heurts ont opposé pour la 2e journée consécutive mardi à Abuja.
Les forces de police nigérianes à des manifestants réclamant la libération d'un leader religieux chiite pro-iranien en détention depuis 2 ans. Ibrahim Zakzaki, leader du Islamic Movement of Nigeria (IMN), avait été arrêté en décembre 2015 après des affrontements meurtriers de ses partisans avec l'armée dans la ville de Zaria, au nord du Nigeria. Il est toujours en détention malgré la décision de justice ordonnant sa libération. La police a dispersé la foule à coups de gaz lacrymogène pour le 2e jour de suite et procédé à plusieurs interpellations dans la capitale fédérale du Nigeria. Une nouvelle marche est prévue ce mercredi. Avant-hier lundi, des heurts avaient déjà éclaté avec la police qui a annoncé avoir arrêté au moins 115 partisans de l'IMN après plusieurs jours de manifestations à Abuja pour réclamer la libération de leur leader. Un porte-parole de la police a affirmé dans un communiqué que 22 policiers avaient été blessés par les manifestants armés de barres de fer et de pierres qui ont perturbé l'activité et la circulation et détruit des véhicules de la police et du gouvernement. Une trentaine de manifestants ont également été blessés lundi, dont un grièvement, a affirmé le porte-parole de l'IMN, Ibrahim Moussa. Les manifestants craignent aussi pour la santé de leur dignitaire qui a perdu l'usage de son œil gauche en décembre 2015 lors du massacre de Zaria où l'armée est accusée par des organisations de défense des droits de l'homme d'avoir tué plus de 300 militants chiites. Ibrahim Zakzaki et l'IMN, qui ne reconnaissent pas l'autorité d'Abuja, souhaitent établir un État islamique chiite à l'iranienne dans un pays, le Nigeria, où les sunnites sont majoritaires chez les musulmans. Madame, monsieur, merci de votre attention.